Bon, c'est tout à fait caractéristique d'une nouvelle technologie, les NBT, les New Breeding Techniques, que j'ai essayé de traduire par nouvelles techniques de modification des génomes et épigénomes. C'est un ensemble de techniques dont je vais vous parler de manière assez rapide parce qu'il y en a beaucoup, et essayer de vous les resituer et surtout vous donner des éléments de décodage par rapport à ce que vous avez pu entendre, par exemple, dans les 2 dernières conférences, l'une par Jean-Christophe Regès, président du comité scientifique du UHCD, et l'autre par un collègue de l'INRA Versailles, Fabien Noguet, qui vous présente ces techniques comme allant de soi, sans problème, etc. Et ce n'était pas tout à fait ma vision, et c'est pour ça que j'ai démissionné en février 2016, après en plus un détournement de procédure par rapport au règlement intérieur de l'HCD, que j'ai démissionné du CS du HCD. Voilà, donc la biologie moléculaire, dans les années 70, il y a l'apparition de celle-ci avec les prokaryotes, et un certain nombre des dogmes qui ont été développés à l'époque sont très utilisés actuellement dans toute la rhétorique qu'il y a à propos des NBT. On s'est préoccupé dans les années 70-80 des transferts horizontaux, des analyses phylogéniques, du séquençage qui s'est mis en place, avec des techniques comme Maxime Gilbert et Mutar Singer. Et dans les années 80, on a commencé à travailler sur la transformation des eucaryotes, puisque ça avait déjà été fait chez les prokaryotes, c'est-à-dire les bactéries. Et en particulier par cette bactérie que je connaissais bien, puisque c'est une bactérie phytopathogène, c'est Agrobacterium tumefaciens, Chrysogenes, etc. C'est l'agent d'Agal chez le rosier, le pommier. Et ça sert aussi à transformer des cellules animales, d'ailleurs. C'est récemment qu'on s'est rendu compte de ça. La limite qu'il y avait, c'est qu'on ne savait transformer avec Agrobacterium que des cellules, des plantes dicotylédones, mais pas les monocotylédones comme le blé, le maïs, etc. Donc à ce moment-là, on a commencé à utiliser la biolistique, c'est-à-dire des sortes de canons à particules, très petites couvertures, etc. Dans les années 90, les OGM sont arrivés, avec d'autres techniques comme les mutagénèses dirigées par l'oligonucléotide, les méganucléases. Dans les années 2000, sont arrivées de nouvelles techniques d'édition du génome, comme on dit. C'est un terme qui est assez consacré, même si pas mal de Français aimeraient qu'il y ait un nouveau terme, mais bon, c'est comme ça. En particulier, donc, les nucléases à boîte zinc. On a eu d'autres techniques comme les interférents, puis dans les années 2010, en gros, on a eu les talènes et les fameuses CRISPR-Cas9, qui est la plus connue, celle dont on parle tous. Enfin, on parle tous. En fait, en discutant avec le bureau de l'Université populaire du 14e arrondissement, on s'est rendu compte que les co-organisateurs, on était les rares à savoir ce que c'était que les CRISPR-Cas9, et que l'ensemble des autres membres du bureau ne connaissaient pas, ce qui est tout à leur honneur. Heureusement, moi je ne connais pas en histoire et plein d'autres choses qu'ils connaissent. En tout cas, c'est une histoire assez mouvementée pour ces nouvelles techniques. Ça a commencé en 2007. Le Cochrane, qui est l'équivalent du HCD, mais en Hollande, a tout d'un coup regroupé un certain nombre de ces techniques en disant qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est des OGM? Est-ce que c'est pas des OGM? Les entreprises voudraient bien que ça n'en soit pas. On a déjà fait une erreur avec les OGM dans les années 90, il ne faudrait pas que ça recommence. Donc il y a eu un ensemble de techniques qui ont été rassemblées et qui comprenaient aussi bien ces techniques d'édition du génome que des concepts, comme par exemple ce qu'on appelle la cisgénèse ou la intragénèse, c'est-à-dire en fait la transgénèse des OGM, mais en prenant des séquences qui sont présentes soit dans la même espèce, soit dans des espèces compatibles. C'est-à-dire par exemple de la tomate avec des tomates reliées, etc., une pomme de terre avec une pomme de terre reliée, ou du blé avec de l'environ et tout. Et la troisième chose qui était rajoutée à ça, c'était des techniques comme la greffe. Donc la greffe, c'est quand même décrit déjà 250 ans avant Jésus-Christ. Mais là, c'était la greffe d'un sion, de la partie supérieure non OGM sur un porte-greffe OGM. Vous savez que c'est assez important, c'est ce qui nous a sauvé nos lignes au XIXe siècle avec l'arrivée du phylloxéra. C'est en prenant des porte-greffes américains qui s'étaient habitués en quelque sorte, qui avaient coévolué avec le phylloxéra, et c'est pour ça qu'on a sauvé nos lignes.
et que la majorité de nos lignes actuellement sont greffées. Alors, pour comprendre la problématique, je vais juste revenir un peu sur la complexité du vivant. Vous avez entendu parler ces derniers jours donc, des nucléotides, des nucléotides qui s'enroulent, qui s'associent les uns les autres, qui ensuite, avec les protéines, s'associent. Bon, là, c'est un peu simplifié, il manque des parties, mais en gros, vous allez avoir un compactage en chromosomes, et ces chromosomes vont être à l'intérieur d'un noyau, et ce noyau, lui, au sein d'une cellule, avec différentes parties visibles, comme des mitochondries, comme des chloroplastes, etc., différentes places que l'on trouve chez différentes cellules. Et bon, là, c'est plutôt le style protoplaste végétal ou cellule animale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paroi autour. Là, je vais surtout focaliser là-dessus parce que les organismes, les prokaryotes, c'est-à-dire ceux qui sont en général, qui n'ont pas vraiment un noyau individualisé comme ici, c'est beaucoup plus facilement accepté. Le dogme central qui est en biologie moléculaire, c'est en gros, vous avez un morceau d'ADN, vous avez derrière, après ce qu'on appelle une transcription de l'ARN, et en gros, derrière, vous avez une protéine qui va avoir un certain rôle. Ça peut être une enzyme, ça peut être une protéine d'une membrane, elle peut avoir différentes fonctions. En fait, c'est pas aussi simple que ça chez les eucaryotes. Vous avez ce qu'on appelle des exons en bleu, ici. Donc, ce sont les parties qui vont être traduites en ARN qui va donner la protéine. Et puis les parties en rouge, qu'on appelle des introns, qui ne vont pas être traduits. Eux, ils vont être normalement éliminés. Donc vous avez ce qu'on appelle l'épissage, qui va permettre de récupérer l'ARN messager, qui va donner la protéine. Ça, c'est la chose classique qu'on apprend, c'est la biologie moléculaire, maintenant je ne dirais pas dans les années 70 parce qu'on n'avait pas encore ça, mais des années 80-90, classique. En fait, ce n'est pas tout à fait aussi simple. Il existe en particulier des épissages alternatifs, c'est-à-dire qu'en fait, à partir des mêmes exons et des mêmes introns, vous allez avoir des parties qui vont sauter en cours de route, voire même, pour certains introns, qui vont entraîner une régulation différente du gène. Donc il se passe de telles choses, et pour une même partie codante, vous allez pouvoir avoir plusieurs protéines. C'est ce qui explique, par exemple, que nous avons en gros 25 000 gènes, un peu comme le maïs, mais nous avons des centaines de milliers de protéines dans nos cellules, et ces cellules et ces protéines diffèrent selon les tissus. Donc ça induit une sorte de polymorphisme qui est important. Alors c'est très utile, ça nous permet une adaptation, mais en même temps, s'il y a des problèmes dans ces épissages, ça peut poser problème. Donc après, c'est pas si simple que ça, il n'y a pas le côté, comme Manuel Jacob avait présenté dans l'opéron lactose, du simple promoteur, du terminateur et d'une région codante. En fait, vous avez plein d'autres choses, et par exemple, ces facilitateurs, ces enhancers, certains maintenant, on sait qu'ils sont quasiment aussi puissants que les promoteurs. Et en fait, quand vous avez des modifications je ne dirais pas des kilomètres, mais à des centaines, des milliers de paires de bases d'une partie codante et son système de promotion, vous pouvez avoir des effets. Donc, quand vous avez des modifications de l'ADN, ce n'est pas forcément quelque chose qui est juste dans la partie qui vous intéresse, mais ça peut être très loin. Et ceci est d'autant plus vrai que, en fait, maintenant, on a des structures 3D des noyaux, avec des chromosomes pauvres en gènes, d'autres riches en gènes. Ces parties, avec la chromatine, s'imbriquent les unes dans les autres. On fait maintenant des sortes de coupes pour savoir où se trouvent les chromosomes, et on arrive comme ça à savoir que dans un noyau, vous avez des parties avec des chromosomes qui sont très proches, imbriqués, et en fait, on a des domaines interchromosomiques qui vont permettre l'expression de certaines protéines. Donc, quand on vous présente ATGC, il semble que quelques-uns des nucléotides, il y en a d'autres, et puis la biologie synthétique maintenant on rajoute des couches pour voir ce que ça donne, c'est une vision sursimplifiée qui n'est pas réellement représentative de la complexité du vivant. Et il faut retenir ça, parce que généralement on dit oh ben oui, mais j'ai juste changé le nucléotide.
Alors, changer un nucléotide, ça peut introduire beaucoup de choses, comme par exemple des modifications qu'on appelle épigénétiques. Alors, donc, en gros, un noyau avec les chromosomes, en termes de nucléosomes et de zones dans là, c'est une sorte de pleine boule dans lequel vous avez un morceau de chromosomes dans tous les sens, avec les gènes qui interagissent, et avec peu de corrélation entre ce qu'on voit comme région linéaire et région spatiale, et avec des modifications en plus de l'ADN, ce qu'on appelle, c'est l'épigénomique, c'est-à-dire on a des modifications chimiques de l'ADN, on a des modifications chimiques des protéines dont je vous parlais tout à l'heure, des histones, et des ARN qui servent. Donc il y a plein d'autres modifications, et en fait, on a 3 domaines, le génome, l'épigénome et l'épitranscriptome, ce qui est en gros l'épigénome des ARN, qui sont des domaines encore très mal connus, mais qui sont en interaction. Alors, ça c'est déjà compliqué, c'est déjà le noyau. On ne s'intéresse pas au chloroplastes ou aux mitochondries, parce qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire de ce côté-là. Mais maintenant, on va juste penser à une chose, c'est la circulation des informations. Vous avez souvent eu l'impression que vos hormones, c'était la seule chose qui circulait chez vous, avec un peu de sang pour l'oxygène, éventuellement quelques protéines du glucose pour avoir de l'énergie, etc. En fait, il y a plein d'autres choses qui circulent dans le sang, qui circulent dans le placenta, qui servent à des échanges entre l'embryon et la mère. Il y a la même chose chez les plantes, dans le phloème. Et en particulier, depuis les années 50, grâce à un Français d'ailleurs, on sait que l'ADN circule dans le sang. Et il circule, il sert en fait, maintenant, on le sait, avec les ARN messagers et autres, il sert à transporter de l'information. Donc c'est une sorte de, je dirais pas d'hormone en plus, mais il y a des systèmes d'information. Donc quand vous allez faire des modifications quelque part, vous risquez d'envoyer des signaux ailleurs, de vos pieds vers votre cerveau, etc. Et c'est pas pour rien qu'on parle actuellement du microbiote, c'est-à-dire les micro-organismes qu'on a dans le ventre, le microbiote comme sur mon cerveau. C'est qu'ils émettent aussi des signaux, à la fois les cellules intestinales réagissent, mais aussi, de temps en temps, elles pénètrent, ils font passer des ARN, etc. Pour vous donner une idée, on sait maintenant qu'il y a des ARN qui sont ingérés par un animal et qui régulent l'expression des gènes de l'animal. On a aussi des bactéries qui passent, on a des échanges, par exemple, des plantes parasites, je ne sais pas si vous en connaissez, comme la cuscute, par exemple. Ce sont des plantes qui transportent de l'information. Et on a aussi du cyanobactéries, etc. Récemment, il y a un article qui vient de sortir sur les micro-ARN de plantes qui sont présents dans la gelée royale et qui sont donnés, en fait, donc normalement la gelée royale est donnée par les ouvrières pour avoir des reines. Et bien en fait, la transformation en reine, le changement de caste, c'est dû à des micro-ARN de plantes. Voilà. Donc c'est pas simple. Ce qui veut dire que quand certaines firmes me disent on va faire des traitements, il y en a une qui reste, il y a un an et demi, disait maintenant avec les ARN interférents, on va prendre les avions et au lieu de mettre des pesticides, on va mettre un pesticide propre, on va mettre des ARN interférents, on va les larguer en avion comme on fait au Brésil avec le glyphosate ou autre chose. Voilà. C'est un peu inquiétant parce qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre les gènes, les séquences qui sont utilisées entre le monde animal et le monde végétal. Alors, en gros, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que nous nous embarquons avec beaucoup de techniques sur une mer que nous ne connaissons pas, vers une terra incognita, où on risque de trouver des animaux un peu bizarres, comme on le pensait au Moyen-Âge et même à la Renaissance. Alors, on va vous présenter ces transformations de manière extraordinaire. On vous dit 7 décisions moléculaires, etc. D'ailleurs, nous avons pris dans le flyer, le dépliant des cycles, on a repris une image de ciseaux. Donc vous avez l'impression que c'est des ciseaux qui arrivent, c'est formidable. En fait,
C'est un peu comme un Deus ex machina, quelque chose, c'est un fluide qui arrive et ça change, ça va vous changer un nucléotide, ça va vous faire rentrer un gène, ça va vous changer une régulation de gènes, etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est pas comme la création d'Adam par Michel-Ange. C'est un peu plus complexe et en particulier on a recours à tout un ensemble de techniques connexes. Il n'y a pas de terme dédié, il n'y a pas de terme consensus, donc je les appelle techniques connexes, qui vont servir à... Vous voyez, c'est très beau, hein, on a l'impression que c'est soft, que c'est gentil, etc., c'est vert, c'est bleu, c'est doux et tout. En fait, là, on va chercher des vecteurs, on va les rentrer dans des bactéries, comme un bactérium par exemple. On va mettre un milieu de sélection avec un antibiotique pour que celles qui sont transformées soient conservées. On va extraire ce qu'on a multiplié dans ces bactéries, puis après, on va faire rentrer ça dans les cellules pour pouvoir après mettre en culture ces cellules et régénérer les plantes. Régénérer, c'est reproduire des plantes à partir de quelques cellules isolées. Alors, ça paraît très simple, hein, mais c'est très simple. Il faut juste utiliser des grosses particules, comme par exemple les particules en platine ou en or qu'on envoie couvertes d'ADN. Ça fait des gros trous partout, ça casse tout. Et dans le tas, on espère qu'il y en a un certain nombre qui vont en réchapper et qui vont se reconstituer. Heureusement, il y a une certaine résilience de la vie qui fait qu'à la fois des membranes se reconstituent, de l'ADN se remet en place, le réticule endoplasmique se raboute, etc., etc. Donc, on arrive, malgré tout, à reconstituer les plantes, par exemple, avec leurs parois pectocellulosiques, on va leur mettre des hormones, et ça, depuis Merachi School, c'est de la cuisine. C'est vraiment de la cuisine. Il y a eu un colloque récemment là-dessus, et les 150 chercheurs qui s'étaient réunis à Londres ont conclu que, en gros, on a une super technique pour faire de l'édition du génome, avec CRISPR-Cas9, Talon, etc. Mais alors, qu'est-ce qu'on utilise comme vieille technique? Et en plus, nos marmitons sont de plus en plus vieux, c'est les techniciens, les ingénieurs des labos, et il n'y a pas d'école pour faire des futurs chefs. Il n'y a pas d'école pour faire des futurs chefs, donc ça s'apprend sur le tas, et c'est pas évident. Alors, il faut faire des chefs, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chefs? Parce que déjà, un chercheur publié dans le domaine de la transformation, non pas du maïs qui rapporte beaucoup d'argent, mais d'une plante isolée, cultivée par une peuplade au fin fond de l'Afrique ou de l'Indonésie, ça n'intéresse pas grand monde, ça ne sera pas publié dans Nature Science ou PNAS. Donc, en fait, ça n'intéresse pas vraiment les chercheurs, ça intéresse les firmes, mais c'est des recettes. C'est vraiment, il n'y a pas de ligne directrice claire, etc. On sait qu'il faut jouer avec des proportions, etc., d'hormones. À certains moments, des fois, c'est juste le moment où vous allez rajouter les hormones qui va faire que vous allez avoir un cadre, une masse, et qui ensuite va donner à part. Donc c'est vraiment de la cuisine. C'est pas de la pâtisserie où tout est bien noté, vous prenez tant de grammes, etc., etc. C'est de la cuisine. Et de la cuisine terrestre. Donc c'est beaucoup d'improvisation au départ. Voilà, ça c'est la diapo qui est souvent utilisée, donc ça paraît très simple, on régénère, etc. En fait, régénérer, on ne sait pas le faire pour toutes les plantes, et donc ce qui veut dire que quand on vous fait des promesses pour les techniques NBT, en vous disant toutes les plantes vont y passer, on va augmenter la variabilité, toutes ces plantes qu'on ne pouvait pas modifier avec des OGM, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé parce que tout le temps qu'on ne sait pas régénérer les plantes, on n'y arrivera pas. Donc, on est dans une économie de promesses, toujours comme dans le cas des OGM, et en même temps, ou de chômage. Alors, quand on fait montrer tous ces produits, en fait, ils traversent toutes ces barrières. Ça peut être déjà la paroi végétale, pectocellulosique, généralement on élimine, mais c'est aussi traverser la membrane plasmique, c'est traverser la double membrane nucléaire, c'est rentrer dans des tas d'appareils qui fonctionnent dans tous les sens avec des ribosomes. C'est vraiment les effets collatéraux. Vous avez entendu parler des effets collatéraux quand la première guerre du Golfe, vous envoyez des missiles, on disait c'est formidable, il a détruit le char. Oui, mais ok, il a détruit le char,
mais alors à côté, il ne fallait pas regarder ce qu'il y avait, puisqu'il y a la serre. Donc, voilà. Et c'est le même problème. C'est que tout ça, ça introduit des stress, nombreux stress. Alors les stress sont importants dans la vie. Les stress, c'est ce qui permet l'évolution. On a par exemple ce qu'on appelle des rétrotransposons, des parties, des éléments sauteurs par rapport à McClintock, le prix Nobel de Malice, qui vont se réveiller, ça va bouger dans tous les sens, et on va avoir des mutations qui vont nous permettre l'adaptation. Et si on a une meilleure si on est mieux adapté au nouveau milieu, on a plus de chances de s'en tirer, d'avoir des descendants, etc. Donc c'est classique. Le stress, ça fait partie, c'est nécessaire, etc. Sauf que, tant qu'il n'y a pas ce stress, la plante et l'animal cherchent absolument à stabiliser tout ça, à ce que ça reste bien au calme. Et CRISPR-Cas9 est un système comme ça, de sorte qu'il n'y ait pas de problème. Les ADN invasifs comme des virus, etc., tout ça, la plante et le végétal n'en veulent pas. Pour vous donner une idée, il y a eu récemment un article qui est sorti sur le chef de Napoléon. Le chef de Napoléon, donc c'est les armées napoléoniennes qui descendaient fin 18e vers l'Italie et qui sont passées à Lausanne et qui ont planté un arbre de la liberté en quelque sorte. Et donc on sait à nous 2 ans près son âge. Donc il y a 239 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et donc la grande question, c'est comment un organisme fait pour préserver son ADN, son noyau, pour qu'on transmette quelque chose de stable. Je ne sais pas tout le temps, tout le champ, etc. Il en faut un peu, il faut que ça bouge, mais pas trop quand même. Donc chez les animaux, les mammifères par exemple, vous avez une séparation claire et très tôt des cellules germinales versus les cellules somatiques. Les cellules somatiques, c'est vos poumons, vos yeux, etc. Les cellules germinales, c'est les ovules, les spermatozoïdes. Et donc pour ça, c'est isolé, ça se multiplie très peu parce que la multiplication, la méiose, entraîne des cassures, des problèmes, etc. Et c'est vraiment, ça se multiplie strict minimum. Donc la grosse question pour les plantes qui ont des cellules germinales, le pollen, les étamines, etc., et les ovules, est-ce que c'est la même chose? Parce que ça vient de ce qu'on appelle le méristème, qui est au bout, par exemple, de la plante, ou sur les côtés, et ça donne en même temps toutes les cellules somatiques, des feuilles, des tiges, du bois, etc. Et en fait, on se disait qu'il y a un problème, parce que ça se divise à tout bout de champ, et malgré tout, ça transmet quelque chose qui se perpétue. Donc, le chef de Napoléon a été analysé du bas du pied à la tête, en quelque sorte. Bon, ils ne sont pas allés chercher un racine, mais ils ont fait ça sur toutes les feuilles. Et donc, avec des parties très anciennes et des parties nouvelles. Et le taux de mutation est extrêmement faible. C'est quasiment la même chose tout du long entre les parties jeunes et les parties anciennes. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que dans le méristème, là où se différencient ces cellules germinales, en fait, vous avez quelques cellules qui sont tout de suite isolées et qui vont servir après à faire le pollen, l'ovule, etc. Et donc c'est le même système, c'est que les êtres vivants, les plantes, les animaux, cherchent à préserver leur capital génétique de toute interférence. Donc quand on vous dit pour l'humanité, ah mais oui, mais c'est naturel, il y a des mutations, vous savez, c'est pas un problème. Non, c'est pas vrai. Les mutations, elles apparaissent, elles sont éliminées. Les organismes vivants font tout pour rester, ils ont trouvé un bon équilibre. Hein, ils ont construit un château de cartes. Et ce château de cartes, ils essaient de le garder en place, que ce ne soit pas un château de sable embarqué par la première marée. Voilà. Et donc, toutes ces techniques stressantes que l'on applique, ça induit, juste par exemple, une culture cellulaire jusqu'à 35% de mutation. Et pensez une chose, c'est que souvent que vous avez au moins une mutation dans l'ADN, dans ATGC, hein, vous avez souvent, c'est généralement accompagné, quand on arrive à le détecter, accompagné d'une épimutation, c'est-à-dire une modification, soit chimique de l'ADN, soit des protéines, soit voire même des ARN. Donc, les stress, c'est bon pour l'évolution, pour la vie, mais point trop d'infos. Et nos organismes se sont habitués à se protéger contre ça, à la fois pour les cellules germinales et puis pour tous les jours.
on ne garde pas toutes les mutations, on les élimine le plus possible. Voilà. Alors, quelques belles réussites. Alors, vous voyez ici une greffe. Là, une autre greffe, il y a à peu près une dizaine de plantes entre des pêches, des pommes, des prunes et même des citrons qui ont été greffés ensemble. Là, vous voyez le fameux poisson aquabunti que les États-Unis ont accepté au niveau de la FDR, mais au niveau de l'USDA, mais qui n'ont pas le droit d'importer, qui n'ont pas le droit de consommer. Donc, c'est fabriqué au Canada. Alors que c'est les Américains qui l'ont autorisé. Ça, c'est un 5 OGM, un classique, on a pris une hormone de poisson. Ça, c'est une blague, c'est pas un saucisson qui sort d'une banane. Mais là, par exemple, vous voyez quelque chose qui a très bien réussi avec les anciens OGM, c'est sauver la papaye en Hawaï. Il y a un virus qui est très important là-bas, qui avait décimé les champs de papaye. Et maintenant, on arrive à refaire, on utilise des parties du virus pour lutter contre la propagation du virus à l'intérieur de la plante, et voilà, on arrive. Ça, c'est quelque chose qui est souvent présenté aussi, c'est classique, c'est par exemple le MON 810, qui est le seul maïs autorisé à la culture en Europe, qui est cultivé actuellement uniquement en Espagne et au Portugal pour l'alimentation animale. Là, vous avez avec ce qu'on appelle la pyrale du maïs, c'est une chenille. Le papillon est très joli, le papillon, ça va, le problème, c'est la chenille. Et puis là, vous avez les tégumentins protégés. Donc, vous voyez les réalisations. Et puis là, voilà, vous avez la première variété due à une technique NPT, de ces nouvelles techniques NPT-MGE, où vous avez en fait une pomme qui ne s'oxyde plus, qui ne brûle plus. Voilà. Donc ça va être très très bien, vous allez pouvoir les garder longtemps. Le supermarché pourra les garder pendant des mois, et comme ça vous aurez toujours blanc, vert, rose, enfin ce que vous voulez, parce qu'en plus maintenant on arrive à mettre des centimes dedans, tout ce qu'on veut. Voilà. Juste pour vous dire que dans les filières, ils ne sont pas forcément très contents de ça, parce que autant ça sert pour faire que vous achetez peut-être de temps en temps des fruits coupés en morceaux pour votre repas, c'est plus vite fait que d'acheter des pommes et des bûchers et tout ça. Là, ça sert, mais la filière ne repose pas que sur ces marchands de fruits coupés. Et donc, dans les filières qui s'occupent de pommes, culture et des choses de là, c'est pas tous très contents. Enfin, ça, au moins, il y en a quelques-uns qui le sont. Alors, des techniques maintenant de modification des génomes et des épigénomes. Alors, on en avait parlé, les LFM et le TALEM, les méganucléases, ont été rajoutés après. Donc, les CRISPR, qui en 2012 a été décrite une modification d'un système de réparation. Voilà. Les ODM, CIGENèse, les RDDM, ça c'est un système qui existe dans les cellules et en fait qui induit. Vous avez donc la greffe, vous avez les agro-infiltrations. Alors les agro-infiltrations, c'est en gros, vous faites rentrer dans les espaces intercellulaires de feuilles des agrobactéries, donc c'est des bactéries phytopathogènes. On a ce qu'on appelle désarmé. On a changé des modifications pour qu'elle n'injecte pas son ADN qui va donner des gaz ou des choses comme ça. Ça va permettre des expressions transitoires, juste le temps de quelque chose. Mais donc là, il y avait eu aussi une proposition d'utiliser ce système-là avec les avions et d'en balancer sur les champs et tout. Sauf que personne ne comprend très bien comment ça pourrait rentrer par l'estomac pour monter dans la plante, alors qu'il faut au laboratoire injecter ça, c'est pas si simple. Bon, il y a des choses comme le reverse breeding, la sélection inverse, c'est pour éliminer à partir d'un OGM tout ce qui est OGM et revenir à une variété de ce qu'on appelle les élites qui servent à ça. Et il y avait au départ la biologie synthétique. La biologie synthétique a été retirée du mandat du groupe de travail qui a travaillé donc, de 2007 à 2012. C'était un groupe de travail européen
Donc il y avait les 28 États membres, plus la Commission européenne avec ses diverses DG, Directions générales. Le rapport, comme il n'y avait pas de consensus, n'a pas été rendu public. Bon, on a une copie, mais c'est pas public. En fait, parce que la Commission européenne espérait que ça allait passer comme une boîte à la poste, une lettre à la poste, et que ça ne serait pas considéré comme un OGM. Dans le dépôt, un certain nombre d'experts, en fait, ce ne sont pas vraiment des experts, ce sont des représentants des États membres. La notion d'expertise est très variée. Quand vous êtes jeune, vous savez faire du vélo, vous avez votre vélo, votre petite sœur qui a un vélo, elle vous considère comme un expert, parce que vous avez dû réparer, on met la chaîne en place, etc. Quand vous vous retrouvez à l'OCDE, comme moi, par exemple, à un moment donné, vous êtes expert, mais vous n'êtes pas expert au point de vue technique, c'est que vous avez un domaine un peu dans quelques connaissances, mais vous êtes surtout envoyé par la France, par le cas, ou dans d'autres cas, c'était par la Commission européenne, comme expert. Et ce n'est pas un expert scientifique en tant que tel, vous défendez une position plus politique. Mais on vous demande du coup de vous servir de connaissances scientifiques pour argumenter, évidemment. Donc là, les experts, l'expertise, oui, je ne sais pas pourquoi voilà, bon. Oui, donc les experts, en fait, ne sont pas arrivés à un consensus et ça a été effacé. Donc, qu'a fait la Commission européenne? Elle a créé le SAM, Scientific Advice Mechanism, avec des experts de haut niveau. Donc, ce qui veut dire que vous avez quelques dizaines de milliers d'experts de bas niveau, comme moi, qui travaillent pour la Commission ou les États membres, et vous avez 7 experts de haut niveau, dont Cédric Villini, qui est médaille de mathématiques, et qui est maintenant vice-président de l'Office parlementaire, qui est député, et qui est vice-président vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Donc vous avez ces 7 experts de haut niveau qui ont rendu récemment un rapport qui est un ensemble de copier-coller assez intéressant. Je vous conseille sa lecture. Il y a même des contradictions entre les parties dans le travail de vite. Et donc ils font des expertises sur tout. Les nanos, le nucléaire, l'intégrité scientifique, enfin, etc. Tout. Voilà. C'est parce qu'ils sont de nouveau. Donc, les critères Castel et consorts. Je ne vais pas aborder toutes les techniques, je vais en aborder juste une, parce qu'elle nous paraît tout à fait commune et bien connue, c'est la greffe. La greffe, en fait, donc vous avez des circulations. Déjà, quand vous faites une greffe, vous avez à l'interface une imbrication des chromosomes, etc. Et vous vous trouvez avec ce qu'on appelle une allopolyisation, c'est-à-dire que vous allez avoir des mélanges de chromosomes dans tous les sens, et vous vous retrouvez avec une nouvelle espèce, à cet endroit-là. Alors celle-ci ne bouge pas, elle reste là, et elle permet les connexions de phloème, de xylème, enfin tous les circuits. Voilà. Mais donc, ici vous voyez, ça c'est l'arbre de l'université à Syracuse, c'est un artiste, il a greffé, il a fait 40 greffes. Donc vous avez des couleurs extraordinaires, c'est un des emblèmes à Syracuse, donc l'université à New York, et ça vous donne des fruits différents, etc. Vous pouvez vous amuser à faire ça chez vous, si vous savez faire des différents types de greffes, c'est quand même un certain travail. En fait, ce qui est important là-dedans de retenir, c'est que, par exemple, avec un porte-greffe qui serait résistant à un virus, par exemple transmis par un nématode c'est une sorte de petit ver qui va dans le sol, comme pour les villes de Colmar, vous savez qu'à l'INRA, on s'est fait faucher dans nos lignes à Colmar, et bien c'était pour vous montrer, enfin bon, ça servait à rien parce qu'on savait que ça ne marchait pas, mais on a fait tout un truc de sociologie autour, de participation citoyenne, etc. Et donc l'idée c'est, ici vous mettez des tas de porte-greffes, le même porte-greffe partout, dans des sols avec des maladies, et vous pouvez ensuite mettre la variété qui vous intéresse, le chasselas, le pinot noir, etc. Donc ça vous permet d'avoir quelque chose qui est facilement multipliable in vitro, que vous mettez partout en France, et après vous mettez ce qui vous intéresse pour votre culture, et c'est particulièrement important si on voit
si on va monter petit à petit et faire un champagne en Angleterre, ou des choses comme ça, comme les cigales qui vont remonter en ce moment les oiseaux qui suivent 150 km derrière, le long de la vallée du Rhône. Donc ça, c'est produit. Et ce qu'essayent de dire ceux qui sont pour l'UBT, c'est que les fruits qui seront enlevés, que ce soit le raisin, les pommes, etc., puisqu'il y a les tomates, puisque c'est aussi les tomates sont greffées, ne sont pas OGM parce qu'ils ne sont pas en contact avec la partie. Mais pas de chance, il se trouve qu'on sait maintenant qu'il y a plein d'ARN messagers en particulier qui circulent et qui vont s'exprimer dans les flux en haut. Et donc, ça pose problème. Alors on dit, bah oui, c'est naturel, c'est pas grave, ça va. Les CRISPR. Les CRISPR, c'est, dont vous en avez entendu parler, c'est un système qui comme d'autres dans d'autres génomes, comme les ARN et les éléments transposeurs, c'est un système qui est là pour lutter contre les ADN invasifs, les virus et autres. Les bactériophages qu'on appelle chez les bactéries. Bon, c'est quelque chose qui sert à ça. Et quand le système naturel, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez deux ARN, et donc un qui va vous servir pour guider et savoir où votre nucléase, ça a été montré au départ avec Cas9, mais il y en a plein d'autres, va vous couper. Alors, la nucléase a besoin d'une séquence qu'on appelle PAM, pour s'accrocher. C'est une encre, comme un bateau, elle a besoin de s'accrocher avant de commencer à pêcher. Bon, là, c'est la même chose. Et en fait, l'idée formidable de Dunin et Charpentier, ça a été de lier ces deux morceaux, et ensuite, ça c'est très facile à créer, à synthétiser en laboratoire, ou dans des fermes spécialisées, et c'est beaucoup plus facile que les anciens systèmes, ZFM, Talen, etc., où là, la spécificité de l'endroit de coupure était donnée par la protéine. Là, c'est quelque chose qui est très ancien. Donc, ça permet de faire beaucoup de manips pour pas trop cher. Et donc, de tester, on en rate pas mal, mais on y arrive, et puis voilà, ça avance. Et qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous avez votre Cas9 ou d'autres qui va couper du double 1. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Vous savez que si on coupe de l'ADN à tout bout de champ, on risque de développer des cancers, il y a plein de maladies qui peuvent se développer. C'est assez gênant. Donc vous avez derrière un système de réparation, la nature est bien faite, comme on dit, un système de réparation qui est en particulier très très rapide. En gros, vous avez Cas9 qui fait clac 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 clac, et derrière, vous avez une HEJ qui fait clac 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 clac, je raconte, je colle. Mais ils font ça à toute vitesse et ils se trompent de temps en temps. Parce qu'ils ne savent pas si le morceau qui est là et le morceau qui est là, c'était avant l'un côté de l'autre, ou si c'était à l'autre bout du chromosome, ou d'un autre chromosome. Donc il y a des erreurs. De temps en temps, du coup, il y a aussi des mutations, il y a des délétions, etc. Il y a un autre système un peu moins connu, qu'on met souvent dans les HEJ, avec des micro-homologistes qui permettent de rajouter des petits morceaux à l'intérieur, de changer. Donc ça permet d'arrêter un gène, ou au contraire, de le faire exprimer autrement. Et puis, il y a un deuxième système qu'on essaye, qu'on aimerait faire tourner, mais qui est plus difficile à faire tourner. C'est un système de recombinaison homologue, qui en fait, par homologie avec les deux bouts-là, va vous permettre de faire rentrer celui-là. Et là, ça c'est vraiment très intéressant, parce que ça peut vous permettre de faire rentrer des grands fragments, des gènes, des parties régulatrices, des tas de choses. Bon, c'est un peu limité quand même chez Cas9 parce que, en gros, à 5000 paires de base, vous avez des problèmes. Or, c'est justement la taille moyenne des gènes humains, donc c'est pas encore tout à fait bon, mais enfin, ça avance. Et c'est vraiment un système où vous pouvez faire plein de manips, et donc c'est formidable. Parce qu'on en rêve pas mal, mais au moins, vous passez pas 2 ans pour en faire une, quoi. Et puis ça ne coûte pas 20 000 $, ça coûte 200 $, enfin euros, et puis voilà. Et donc le nombre de publications a éclaté. Il y avait quelques publications sur le système CRISPR avant parce que c'était utilisé pour les levures résistantes à des phages en préparation de yaourt et autre chose. Puis voilà, le nombre des milliers. Et vous avez aussi bien un passage chez les plantes, et après vous avez chez les souris, et puis après vous avez chez l'homme. Alors c'est sur des embryons humains non viables,
mais on se retrouvait avec des milliers d'erreurs, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On se préoccupe de savoir quel est le problème. Donc, on a des problèmes, des mutations, des tas de choses, et on appelle ça des off-target. Et off-target, c'est formidable, hein, CRISPR, tac, hein, mais zut. Il a fallu s'entraîner, donc il y a eu pas mal de blessures à côté, c'est off-target. Le pauvre fils de Guillaume Tell, il a quelques problèmes. Et en fait, pourquoi? Parce que le petit fragment qu'on a vu tout à l'heure, l'ARN, il est présent dans d'autres endroits du génome. Même s'il est relativement spécifique à partir de 20 nucléotides, ça commence à être spécifique, il y a quand même des difficultés, il y a des homologies partielles ailleurs, il y a des problèmes de thermodynamique, ce qui fait que vous avez des reconnaissances même dans des endroits qui sont moins homologues que prévu, etc. Et donc vous vous retrouvez avec des coupures, puis des modifications à droite à gauche dans le génome. Et donc là, ça pose vite fait problème. Alors, le deuxième problème, c'est les sauts d'exons. Les sauts d'exons, c'est vous avez vu tout à l'heure les exons, eh bien, il y a plein d'erreurs, et ces sauts d'exons, le système CRISPR-Cas9 en fait aussi. Donc, c'est pas rien à reprocher. Et donc, ça nous donne des protéines, soit qui sont fonctionnelles, soit qui sont non fonctionnelles, soit qui sont raccourcies et fonctionnelles, soit qui sont raccourcies et non fonctionnelles, etc. Et donc, il faut se débarrasser de tout ça. Il faut éliminer ces mutations, ces épimutations, ces off-targets, ces sauts d'exons. Et là, vous avez, pour vous donner une idée de la fiabilité de nos connaissances, vous avez Laurent Alexandre, qui est un médecin qui est PDG d'une société qui s'appelle DNA Legion. Compte tenu de la complexité des interactions entre mutations, fragmentées, qui est un des ponts de la biologie de synthèse, la biologie synthétique, c'est qu'il faudrait séquencer 10 millions d'individus pour identifier la quasi-totalité de la composante génétique de une maladie et nos caractéristiques phénotypiques. C'est juste génétique, hein, c'est même pas épigénétique. Son programme de séquençage devrait dépasser 1 million d'individus par an, pour lesquels il dispose d'un dossier médical électronique de haute qualité. Bon, c'est pas que Google et Facebook et Co, c'est pas que les GAFA qui récoltent des données, vous avez les assureurs. Le but avoué est de créer un logiciel permettant d'optimiser la prise en charge des patients et d'augmenter leur espérance de vie. Voilà. Donc, on espère, et comme ça, on va faire du séquençage. Le séquençage, vous avez le système ancien avec du clonage, puis le système qu'on utilise maintenant, on fait ce qu'on appelle du shotgun, on coupe des morceaux, on casse tout, et puis après, on va essayer de reconstituer pour savoir où étaient les bouts l'un derrière l'autre. Et c'est pas si simple que ça, parce que ce qui marche bien, c'est des petits fragments. Et dans ces nouvelles techniques, en fait, bon, ça va plus vite. On en fait des milliers. Ça coûte moins cher, mais c'est moins fiable. Et donc, il faut se méfier de ce qu'on dit, parce qu'un séquençage, c'est pas simplement un TGC. Derrière, soit vous allez faire le génome entier, vous allez faire éventuellement ce qu'on appelle l'exome, c'est-à-dire les parties qui vont être traduites, mais vous allez vous intéresser aux transcriptomes, c'est-à-dire les ARN, etc., etc. Puis après, vous allez faire des tas d'analyses. Et on a tout de suite un problème, c'est que la majorité des algorithmes qu'on a développés, c'était des algorithmes qui étaient faits pour travailler avec les petits PC qu'on avait. Maintenant, on a des gigaoctets vous voyez, des gigaoctets, c'est déjà pro. Même vos photos 12 mégapixels ne font pas des gigaoctets. Et il faut arriver quasiment à des fermes d'ordinateurs pour commencer à analyser sérieusement tout ça. Et après, on se retrouve à interpréter, on met ça en anodes, etc. Et c'est compliqué. Il faut des gens spécialisés. De mon temps, on apprenait encore à faire ça, à manipuler les seuils de l'un ou de l'autre. Maintenant, c'est plutôt des bioinformaticiens. Je ne crois pas que je commencerai à faire ce genre de choses. Et puis, le séquençage, c'est des étapes cruciales partout. C'est de la cuisine tout le temps. Rien que préparer l'ADN pour faire la librairie et puis la servir au séquençage, il faut faire une bonne ADN. La PCR, vous avez peut-être entendu parler de la PCR, c'est ce qui fait les codes. Quand on vous dit
X ou Y, il était sur la scène du crime, c'est lui qui a tenu le couteau, qui a servi, etc. On a retrouvé non pas ses empreintes, mais son ADN. Et bien la PCR sert à ce genre de choses, elle amplifie, etc. Elle multiplie la quantité d'ADN pour derrière le séquencer. Et on a plein de choses comme ça qui laissent qui posent problème à droite à gauche. Et ce qui nous permet en même temps, ce qui va servir après pour la traçabilité, c'est de trouver de nombreuses cicatrices dues à toutes les techniques. Donc, toutes les techniques connexes, même par exemple quand on enlève les gènes de résistance aux herbicides ou aux antibiotiques, vont laisser des traces. Quand vous avez des plantes qui ont été régénérées, pour celles pour lesquelles c'est fait, on va les caractériser, on va évaluer la valeur agronomique. En gros, on va chercher à savoir si le maïs ne va pas donner de la pomme de terre ou l'inverse, si ça pousse, s'il n'y a pas un décalage dans la floraison, s'il y a plein de choses, etc. Et une fois qu'on a à peu près déterminé qu'une lignée correspondait à ce qu'on voulait, à ce qu'on cherchait, avec un caractère, ce qu'on appelle un trait intéressant, là on va faire le croisement avec la lignée commerciale élite. Cette lignée, c'est ce qui sert à produire dans une firme, c'est ce qui va servir à produire toutes les variétés commerciales que les agriculteurs ou que nous-mêmes achetons pour l'horticulture, etc. Donc, ce qui est valable pour les variétés OGM, c'est valable pour les variétés MBT. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps, et cette variabilité est importante, et Geoffrey Sander, un collègue de Pioneer, disait que faire évoluer ces variétés, pour les améliorer, constitue notre cœur de métier. Et il reconnaît, ce qui est généralement pas présenté quand on montre les nouvelles techniques, c'est qu'il faut recommencer le séquençage. Et ça coûte cher. Et donc c'est pour ça que les firmes n'ont pas envie de vous passer sous les fourches codiques de l'évaluation du risque des OGM, parce qu'il faut séquencer. Ça coûte cher. On n'en est même pas à l'aspect toxicologie, etc. Et donc là, vous avez tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Il y en a encore d'autres. Et en fait, tous ces problèmes, c'est les rétrocroisements qui devraient permettre d'éliminer toutes ces mutations, ces off-target, etc. Donc vous avez, par exemple, ici, c'est ce qu'on appelle les rétrocroisements, les backcross. On fait ça aussi bien pour les souris, pour le bétail que pour les plantes. Vous avez un parent qui est intéressant. Par exemple, c'est la variété élite qui nous sert à préparer vos variétés commerciales. Et là, par exemple, vous avez récupéré un mutant, un OGM, n'importe quoi, qui a quelque chose d'intéressant. Ici, par exemple, un caractère de résistance à une maladie. Et vous allez le croiser, et vous allez le croiser à chaque coup avec le parent P. Et normalement, au bout d'un certain nombre de rétrocroisements, vous allez avoir quasiment une lignée pure. Alors ici, on vous indique à peu près 100%. C'est pas vrai. En fait, même après 14 rétrocroisements, c'est-à-dire 14 années, et c'est pour ça, par exemple, une firme comme Florian-Després construit actuellement dans le Nord des grandes serres chambres climatisées pour essayer de faire en 18 mois ce que normalement la plante fait en 36 mois. C'est-à-dire de raccourcir les cycles pour avoir plus vite les variétés commerciales. Et en fait, c'est fou, on n'a jamais 100, parce qu'au bout de 14 rétrocroisements, on est à peine au-dessus de 95% de pureté du génome, et ceci sans compter plein d'autres choses, qui sont, par exemple, des quantités. Imaginez le blé, il a environ 17 milliards de paires de bases. 17 milliards de paires de bases, si on a 95%, ça lui fait encore 500 millions de paires de bases qui ne sont pas nettoyées en quelque sorte. On a des problèmes de co-ségrégation, c'est-à-dire deux caractères qui ne vous intéressent pas, que vous voulez éliminer, et un autre qui vous intéresse, s'ils sont proches, ça va toujours ségréger, ça va toujours venir ensemble. On a des tas de régions avec un comportement non moldéien, c'est-à-dire qu'ils ne se séparent pas entre papa et maman, ou entre les filles, ils restent bloqués toujours ensemble. Une fois, c'est des grandes régions, et donc ça reste toujours ensemble. Donc si jamais une mutation qui vous gêne sous-dedans, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, etc. Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses. Et après, derrière, il s'agit de faire l'évaluation du risque. Alors l'évaluation du risque, il y a aussi bien les aspects de toxicologie, les aspects environnementaux,
Et par exemple, dans les dossiers OHCD, vous voyez que les 3/4 du temps, les Américains nous envoient des dossiers où toutes les maladies, tous les insectes sont ceux d'Amérique du Nord. Alors, donc, à la fin, on se demande des dossiers en disant, mais nous, on aimerait bien savoir avec nos insectes européens. Parce que ceux du Nord, les 3/4 du temps, on n'a pas grand-chose à faire. Évidemment, il y a des échanges, on a des invasions, ceux d'Asie avec le frelon asiatique, mais donc, ce sont des dossiers qui sont souvent incomplets. Et donc, l'évaluation du risque, c'est en fait toujours faire la même chose que pour les OGM, sachant qu'en plus, on a des nouveautés, c'est que l'épigénétique, qui était considérée comme quelque chose d'un peu bizarroïde, etc., l'épigénétique, maintenant, c'est de plus en plus important. L'épigénétique, c'est ce qui nous permet une adaptation. Comme vous avez deux frères jumeaux, des jumeaux vrais, issus du même œuf, vous allez voir une différence petit à petit. Et c'est l'adaptation qui fait ça. Vous allez avoir des modifications épigénétiques. Je ne dis pas qu'un bleu aux yeux bleus va devenir brun, etc. Mais il y a des modifications. Et en fait, comme on commence seulement à prendre ça en compte, il y a eu un colloque l'année dernière, un colloque de l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité sanitaire des aliments, à Strasbourg, et en juin, et un de nos meilleurs spécialistes, Feil, qui est du CNRS, disait « Nous avons eu une bonne discussion, et maintenant on sait à peu près formuler à partir de quoi on va commencer à travailler. » C'est pour vous dire que même pour les OGM actuels, et encore plus sur les nouveaux, il y a plein d'éléments qu'on ne sait pas maîtriser, on ne sait pas ce qu'il faut aller regarder, etc. Voilà. Donc il faut se méfier de cette... Alors on peut, toutes ces techniques laissent des traces, du coup on peut tracer ces produits, on peut même différencier le in vivo du vitro, ce qui est assez intéressant, et on peut faire des détections même au chou. Ici, ce que vous montrer, c'est des nouveaux types de séquenceurs. C'est un séquenceur. Hein. Alors évidemment, il est plus gros, plus fiable, etc. Mais c'est des séquenceurs qu'on peut emporter comme les appareils de PCR ou les appareils d'autres techniques d'amplification d'ADN qui ont été développés après le septembre 2001, quand il y avait eu les avions dans les tours jumelles de New York. Après, on a des systèmes de analyse, on peut pas le faire de PCR sur le terrain, etc. Là, maintenant, vous voyez, le degré de miniaturisation, on peut faire ça quasiment. Bon, il faut extraire l'ADN et tout ça, il y a d'autres choses, mais voilà. Et ce qui est étonnant, et là, vous voyez le problème de la politique qui intervient à tout champ. En 2013, le réseau européen RNGL, c'est un réseau de laboratoires de contrôle et de recherche. Donc je suis un des 4 cofondateurs qui est hébergé à ISPRA, le Centre commun de recherche de la Commission européenne. Et en 2013, ce réseau a proposé à la Commission européenne de développer des outils pour détecter ces produits NBT. Et la Commission européenne a dit non. Et pourquoi? Parce qu'on peut se poser la question de savoir si derrière il y a une volonté politique de faire passer ces produits et d'obtenir ce qu'on appelle un verrou technologique. Le verrou technologique, c'est quand ce produit est tellement présent chez vous que vous ne pourrez plus, vous ne saurez plus où le chercher, etc. Il y en a partout, et donc vous serez obligé d'accepter. On vous force la main pour avoir un produit. Et donc, comme par hasard, la Commission européenne a refusé ça. Et pourtant, c'est fondamentalement la même chose qui est utilisée par les sélectionneurs, c'est-à-dire du polymorphisme pour identifier les variétés. Voilà. Alors, ces techniques, c'est des techniques qui participent de l'économie de promesse. Est-ce que c'est une révolution? Pas du tout. Pas du tout, ça a été déjà utilisé et par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on peut en faire plus souvent. Il y a plein de problèmes, par exemple, de correspondance quand on veut prendre un gène, même d'une espèce propre, et le transférer chez l'autre, ou essayer de mimer sa séquence, etc. Et c'est pas du tout simple. En particulier, par exemple, quand on voit les variétés élites qui sont utilisées dans le maïs, qui
plus souvent étudiés, il y a beaucoup de différences. Pour dire, bon, juste vous rappeler, c'est toujours Jeffrey Sander, qui, donc chez Pioneer, entre deux variétés de maïs, il y a la même distance génétique entre un homme et un singe. C'est pour vous dire que ce n'est pas évident, à partir des séquences qu'on aura, en supposant qu'elles soient fiables, d'une espèce, de passer à une autre. Et donc il faut se méfier de toutes ces choses extraordinaires qu'on nous propose. Là, je vais juste vous montrer la société Genta. Elle avait, au point de vue des ARN interférents, développé un produit qui devait faciliter, supprimer une maladie, etc. Elle a dépensé $1 milliard d'essais cliniques pour se rendre compte que rien ne fonctionnait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus aux résultats initiaux. Le produit Genasense. Et ce produit, en fait, ils avaient mal interprété les résultats au départ. Donc elle a fait faillite. Et $1 milliard était passé. Alors, c'est pas extraordinaire, hein, c'est des bulles financières, il y en avait partout, que ce soit les subprimes, que ce soit les bibliothèques. Simplement, avec quel argent joue-t-il? C'est généralement notre argent. Voilà. Donc, c'est nourrir le monde. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut nourrir le monde? Parce que, seulement, on n'a pas assez de biodiversité, parce qu'on n'a pas assez de surface. Or, par exemple, si vous voyez où sont implantées 80% des villes dans le monde, elles sont implantées sur les meilleures terres agricoles. Ce qui fait que quand vous avez une urbanisation qui se développe, qu'est-ce que vous mangez en premier? Les meilleures terres agricoles. Donc qu'est-ce qui reste? Vous allez monter dans la montagne, vous allez retourner dans la montagne pour faire des terrasses et essayer de pousser à coupler une petite moissonneuse batteuse de terrasses. Voilà, c'est un des problèmes. Et un des autres problèmes de l'homme, c'est une diminution drastique depuis 30 ans, en fait, quasiment depuis la Seconde Guerre mondiale, et même un peu plus tôt pour certaines espèces, de la biodiversité agricole. Je vous laisse juste regarder ça. Une autre chose, ça c'est pour la France. Le gaspillage alimentaire. 50 millions de repas chaque jour sont jetés en France. Ça fait 10 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées. Ça fait 18 milliards de repas par an. Ça fait aussi 16 milliards d'euros jetés. Est-ce que, au lieu d'essayer de produire en quantité une fois de plus, et un argument d'intensifier et tout, est-ce qu'on ne peut pas essayer de récupérer ça? En fait, on est toujours dans une stratégie de la reine rouge. La reine rouge, vous savez, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et vous avez en fait la reine qui, avec Alice, court. Pourquoi? Pour juste rester au même endroit. Et ça, c'est le genre d'argument qu'on nous sort. Il faut absolument qu'on travaille sur CRISPR-Cas9 en France, etc., que l'on développe, parce que derrière, on doit améliorer notre compétitivité internationale, on doit retrouver une bonne balance commerciale et augmenter nos exportations, en particulier maintenant que l'Allemagne nous a dépassé dans plusieurs secteurs, etc., etc. Et donc, pour nous vendre tout ça, on nous rajoute d'autres choses. On va nous dire, on va dire, la tolérance à la sécheresse, vous vous rendez compte, avec le changement climatique, ça, il faut absolument. Mais la tolérance à la sécheresse, en fait, c'est multifactoriel. Chez le riz, il y a déjà 32 endroits, et ça ne se manipule pas comme ça. C'est 32 endroits, même chez le riz. Chez le blé, c'est encore plus. Et donc, on vous dit, il faut ça. Or, quand vous voyez, par exemple, Syngenta avait promis que dans ses maïs, qu'il commercialisera en particulier pour l'Afrique et qu'il n'a pour l'instant commercialisé qu'aux États-Unis, il disait « Je vais améliorer la tolérance à la sécheresse pour 15%. » Pour l'instant, il a réussi 5%, ce qui est dans la variation entre variétés. Il n'y a rien de nouveau. Par contre, le CIMIP, qui est donc un centre international payé par l'Union génique, etc., qui a fait par des croisements classique, pas utiliser les nouvelles technologies. Le CIMIP, lui, il est situé au Mexique,
c'est le Centre international d'amélioration du maïs et du blé, le CIMIC, lui, a réussi par une technique classique à améliorer, suivant les endroits, entre 10 et 34% la tolérance. Donc plus du tout déjà de Syngenta, et voire plus, 6 fois, selon certains endroits. C'est pour vous dire qu'on vous promet les choses, et tout ça parce que, en fait, pour les firmes, ce qui est important, c'est d'avoir des gènes à vous apporter et à vous vendre à chaque instant. Dans le domaine, par exemple, la résistance à un pathogène, on sait qu'on a en gros 2 types de résistance. La résistance dite horizontale, vous avez un peu de perte. Mais en gros, le fond génétique fait qu'avec l'épaisseur de la paroi, avec la teneur en ions, certaines hormones, etc., ça va résister. À peu près. Ça ne sera pas du 120 quintaux à l'hectare de blé, mais ça sera 70-80, assez constant. Or, ce qui intéresse le plus les firmes, c'est de vous vendre les nouvelles variétés. Les variétés, autrefois, ça durait 15 ans avant qu'on en change. Voilà. Maintenant, en 4 ans, il faut les changer, parce que c'est l'effet de mode, et puis, aussitôt tout le monde en achète, on en met partout, ça crée une pression de sélection, et hop, c'est uniforme et c'est malade. Donc ça, c'est important pour eux. Et ces techniques-là permettent facilement d'apporter quelques gènes. Et donc ça va être une course française, puisque de toute façon, on sait qu'au fur et à mesure que l'uniformisation des champs va se faire, au fur et à mesure, le parasite ou le pathogène va surmonter cette résistance. Mais ça se vend. Ça, vous pouvez le vendre directement ou par les coopératives qui gagnent beaucoup d'argent avec les pesticides, avec les semences, etc. C'est un fonds de commerce important des coopératives. Hein. Elles ne sont plus trop dans les mains des agriculteurs, elles sont plus dans les mains des HEC. La lutte contre les adventices. Les adventices, c'est les mauvaises herbes. On dit adventice parce qu'il y a un aspect aussi biodiversité pour les pollinisateurs, etc. Eh bien, l'utilisation du glyphosate, par exemple, on fait un soja glyphosate tolérant, ensuite on fait un maïs tolérant au glyphosate, et ensuite on fait un coton. C'est souvent comme ça dans le sud dans le Maine-Ouest, dans le sud des États-Unis. Donc, pratiquement, au bout d'un moment, vos adventices vont devenir tolérantes aussi, résistantes. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que du coup, on a découvert des nouveaux mécanismes de résistance, c'est une duplication de gènes. On n'avait encore jamais vu ça, mais voilà, moi ça nous a observé quelque chose. Et ben, comme s'il y a plein de plantes qui sont devenues résistantes, et ben on va mettre des nouveaux. Alors maintenant, on fait ce qu'on appelle de l'empilage, c'est-à-dire on va rajouter un autre gène de résistance, de 4T, au dicamba. Et c'est des produits beaucoup plus toxiques, et en plus le dicamba a un inconvénient, c'est qu'il se balade très facilement, et donc il arrive dans les champs des voisins, et il stérilise le champ des voisins. Et en ce moment, il y a un procès aux États-Unis, parce que même la nouvelle version du dicamba qui a été autorisée par l'USDA cause beaucoup de problèmes chez les voisins. Alors, on va vous parler maintenant du fait de nouvelles promesses, des moustiques vecteurs du Zika. Zika, microcéphalie au Brésil, épicerveau, etc. La dengue, le chikungunya, d'autres maladies dont vous avez peut-être pas entendu parler, la mucine bouchère, par exemple, qui a failli envahir la France avant qu'on commence à envoyer des milliers, des millions de mâles stériles en Libye dans les années 90, etc. La dystrophie musculaire de Duchenne, les types vectrices de borréliose, etc. Il y a des tas de techniques, par exemple, si vous voulez vous protéger de la borréliose, éviter, comme les Américains, d'avoir des gamins et autre chose. Alors, la technique du forçage génétique, ça permet de se débarrasser. Le problème, c'est qu'en fait, c'est une capture de rente. Autrefois, dans les années 70, au Brésil et dans d'autres pays, on demandait aux gens de vider toutes leurs poubelles en dessous des arbres, en dessous des plantes, d'éviter toute stagnation d'eau, etc. Et on arrivait très bien à contrôler les moustiques. Du jour, dans les fin des années 70 et des années 80, ça n'avait aucun intérêt quand on envoyait des fonctionnaires, pour réduire le nombre de fonctionnaires, etc. Voilà.
Donc on est passé à chacun fait ce qu'il veut. Et bien maintenant, vous avez une firme qui vous dit avec le Qigong, le forçage génétique, je vais vous éradiquer ALS et GT ou les autres, manopher, etc. En fait, c'est une capture de route. C'est-à-dire qu'il va pouvoir tous les ans venir voir le gouvernement en disant attendez, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de cas. Et là, si ça se développe, vous allez voir, la population va vous tomber dessus. Et donc, c'est une façon pour une firme de gagner des marchés qui autrefois étaient gérés plutôt par le public. Et c'est tout à fait ce qu'a remarqué la directrice de l'OMS, Madame Chang, qui en parlait dès le départ en 2016. Voilà. Alors, la dystrophie musculaire de Duchenne, ça a été le clash l'année dernière. La dystrophie musculaire de Duchenne, c'est en fait c'est des sauts d'exons qui sont dus soit à un exon ici ou à des séries d'exons, etc. C'est une maladie pour laquelle on cherche avec des thérapies géniques à éliminer cette maladie qui est terrible. Et deux articles en 2016. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que ça ne se règle pas, c'est pas parce que vous savez. Alors déjà, on ne sait régler ça que pour certaines parties de maladie de Duchenne, parce que c'est une maladie avec des tas de problèmes, enfin des tas de mutations dans la protéine du dystrophique. Mais vous avez des réactions inflammatoires, vous avez de nombreux virus qui seront, des quantités importantes de virus qui seront utilisées parce qu'on a 750 muscles. Vous avez des muscles qui sont relativement faciles à injecter, etc. C'est ceux des membres, des jambes et des épaules, enfin, des bras et tout ça. Mais les autres, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à atteindre, qui sont beaucoup plus difficiles à injecter, etc. Ça nécessite que le muscle soit vivant, etc. Il y a plein de choses comme ça. Et je vais en finir maintenant avec une métaphore. Quand on vous dit par exemple que c'est une mutagénèse ciblée, donc vous imaginez un système one-shot, je tire un coup. Donc c'est le militaire qui envoie son missile. C'est pas du tout ça. En fait, c'est quand vous envoyez du CRISPR-Cas9, c'est en fait des ordres de scaling. Alors, en fait, toute la difficulté consiste à réduire le nombre d'angles de stem que vous envoyez, ou que ça ne dure pas longtemps, etc., pour essayer de trouver un effet. Souvent, ça arrive à ce genre de choses. Quand on vous parle d'édition du génome, j'ai essayé de vous montrer que le génome, c'était pas simple déjà, qu'il y avait aussi des épigénomes, etc. Et en fait, vous vous attendez à quelque chose qui est du style je vais avoir un traitement de texte, ça va être de l'anglais ou du français, etc. C'est pas du tout ça, c'est d'autres systèmes. Quand on vous parle de ciseaux moléculaires, c'est pas un ciseau de couturière qui va couper un endroit, c'est les ciseaux, vous savez, les ciseaux pour couper les herbes aromatiques, ça coupe des tas d'endroits. Voilà, donc il y a des questionnements importants. Alors les produits, donc en conclusion, les produits issus des MBT sont isolés, à mon avis, oui, pour deux raisons. La première, vous utilisez des techniques connexes qui induisent des tas de mutations et de mutations. Dans la directive 2018, vous avez tous ces systèmes de mutagénèse aléatoires qui sont pris en compte, et donc ça donne des OGM. Deuxième point, c'est une technique NTMG qui utilise des ADN recombinants et vous dit par exemple qu'il n'y a pas d'ADN à l'intérieur, c'est pas vrai. Quand vous rajoutez par exemple la protéine Cas9 pour faire, à la place d'un ADN, pour faire une modification, il n'y a jamais de vérification qu'il n'y a pas d'ADN contaminant. Or, les ADN contaminants sont des problèmes constants de chimie. Par exemple, on a eu ça avec l'enzyme PCR qui est utilisé par la PCR. Donc je pense qu'il est réellement préférable de continuer avec le système existant. Il n'est pas si cher que ça. Les firmes nous annoncent plusieurs centaines de millions de dollars pour préparer les dossiers qu'ils nous envoient. Quand vous regardez le cycle qu'on a fait, ça lui a coûté 4 millions de dollars. On ne sait pas où sont les centaines de millions de dollars, hormis les actions du PDG de Monsanto. Voilà. Et ces produits sont détectables. Une chose qui serait intéressante, c'est de soumettre ce genre de choses au principe de précaution du comité, qui est vraiment très très bien, Philippe Hubert, qui le dirige, est vraiment très bien, ils font un très très bon boulot. Et pour vous dire juste, actuellement, donc, en décembre,
l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne va donner son avis sur ce sont des OGM. En général, il est suivi par la Cour. Et au premier semestre 2018, la Cour de justice de l'Union européenne va dire si ce sont des OGM ou pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer dans les prochains mois. Et vous savez, comme quelqu'un de célèbre qui s'appelle Pierre Gilles de Gênes, j'aime bien rappeler, vous savez, les experts sont souvent comme les militaires, ils sont experts de la dernière guerre, mais pas de la prochaine. On nous a dit toujours, enfin souvent, que les choses étaient très simples, et je suis contente de voir que vous disiez que c'est pas si simple, parce que je pense qu'on ment beaucoup, et voilà. Donc je vous remercie beaucoup de votre exposé. Mentir, je ne sais pas, l'omission étant dans notre culture déjà un mensonge, en effet, il y a beaucoup de gens qui mentent. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai démissionné, les associations type Greenpeace, France Nature Environnement, la Confédération Paysanne, etc., sont venues me voir pour comprendre pourquoi j'avais démissionné. Et je leur ai expliqué un certain nombre de points techniques. Et par exemple, les techniques connexes, elles n'en avaient jamais entendu parler. Elles ne savaient jamais. Alors que normalement, le président du comité scientifique était chargé d'expliquer ce genre de choses. Donc, outre le détournement de procédure, il y avait un cachet. Par exemple, si vous écoutez la séance où on a eu ce clash le 16 décembre 2015, le président dit « Non, il faut simplifier, il ne faut pas compliquer, il ne faut pas qu'il se pose des questions. » Et je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas à être pour ou contre en tant que scientifique, je dois donner l'information. Et encore plus en tant que fonctionnaire, en anglais, on dit public servant, on est au service du public. Moi, j'ai une question très simple que je voudrais exposer. Quel est votre but en réalité? Est-ce que le but est que ces techniques soient interdites? Absolument pas. Je juste donne une information. Je ne me considère pas comme un lanceur d'alerte, je ne me considère pas comme un antiogène. D'ailleurs, la majorité des citoyens font une très nette distinction entre, par exemple, les thérapies géniques, tout ce qui est médicamenteux, qui est accepté depuis les OGM sans problème, versus l'agroalimentaire. Ce que je juge inadmissible, c'est que l'on cache à des citoyens des questionnements. Et les scientifiques sont autant divisés, si ce n'est plus, que les citoyens sur l'intérêt des techniques, etc. Simplement, ça ne s'exprime pas de la même manière. Donc mon but est juste de fournir les éléments à un débat. Alors peut-être que je n'ai pas compris votre question. Et ah oui, mais parce que vous avez entendu qu'il y a eu 2 conférences avant qui étaient positives. Donc... Oui, absolument, mais non, mais je pose la question. C'est à vous que je pose la question. Moi, j'ai entendu dans l'autre bouche que des éléments négatifs. Non, c'est donc des éléments négatifs, c'est ne nous dites pas que vous avez la question. Je présente des choses qui ne sont pas présentées par les autres. Je me fais l'avocat du diable, en quelque sorte. C'est ce qui n'est pas présenté. Si vous pourrez visionner les 2 conférences qui sont sur YouTube ou sur le site de l'Université populaire, vous n'entendrez jamais parler de ça. Non, mais ces conférences-là, d'accord, j'y ai assisté aussi, mais vous n'êtes quand même pas seul, vous ne prêchez pas dans le désert, j'imagine.
Vous n'êtes pas le seul à exprimer les points de vue que vous avez. Bien. Je suis. J'ai regardé un peu Internet avant de venir. Il y a des tas et des tas de publications qui sont absolument qui partagent les points de vue. Oui, mais c'est sur des faits scientifiques ou sur des faits des opinions? Non, mais ceux qui sont aussi sur des faits scientifiques. Je n'interprète pas tout ce que vous avez dit comme quelque chose qui ne serait pas une prise de position. C'est ça que je comprends. Si vous voulez. Je pose pas de problème. Ce que je veux dire, c'est aller jusqu'au bout de votre logique. Ma logique, fondamentalement, est de dire que ce sont en effet des OGM et qu'il faut faire l'évaluation des risques. Donc un terme qu'il faut s'en passer. Ah non, ça, après, non, je suis désolé, non, je suis désolé, je ne le dirai jamais. Après, c'est à la société de faire les choix. C'est la même chose que l'agriculture intensive, c'est la même chose que l'agriculture intensive et l'agriculture bio. Hein? Moi, c'est les choses néfastes que si c'était à vous, si vous étiez quelqu'un qui a un pouvoir politique, on pose la question. Eh bien, je ferai comme M. Jean-Yves Déo en 1998, j'essaierai de faire une conférence de consensus et vous savez que la conférence de consensus de 1998 a émis des recommandations qui sont toujours conférence de consensus sur les OGM. Et c'est pas. Attendez. Ce que je veux dire par là, c'est que les recommandations qui ont été faites en 1998 sont toujours d'actualité, c'est-à-dire la principe de précaution, il faut regarder, il faut rien s'interdire, etc., etc. Et ce qui est intéressant, regardez en avril 2016 la conférence organisée par Jean-Yves Le Déo, qui était encore président de l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui commence en disant: je ne veux pas qu'il y ait avec les CRISPR-Cas9, etc., le même problème qu'avec les OGM. Donc c'est un choix politique. Et derrière, il veut que des scientifiques mettent une petite couche de vernis scientifique en disant c'est ok, il n'y a pas de problème. Hein? C'est tout. Donc il y a des choix politiques qui ont été faits par certains, d'autres, peut-être qu'un monsieur Hulot a fait un autre choix, j'en sais rien, je ne sais pas, etc. Mais fondamentalement, ce qui compte, c'est qu'il y ait un débat. C'est comme les nanos, c'est comme le nucléaire, etc. C'est des choix de société, fondamentalement. Et pour ça, il faut avoir des éléments pour et contre. Et l'intérêt des conférences de consensus, c'est que les citoyens, pendant plusieurs semaines, se retrouvent le week-end, ils ont des experts qui ont été choisis par un comité le plus neutre possible, et avec des pour et des contre, et des techniques, et qui répondent, etc. Et ensuite, ils s'y veulent, ils travaillent, ils sortent des recommandations. Relisez ce système-là. Il a été très utilisé dans le nord de l'Europe, peu en France. Ça a été un peu détourné avec la conférence nationale, la commission nationale du débat public, par exemple pour CIDEO, le stockage de produits radioactifs, etc. Mais fondamentalement, c'est ça qu'il faut. Actuellement, on est un peu trop nombreux pour se retrouver sur l'agora et discuter. Donc il faut trouver un moyen de faire des choix de société. Et pour faire des choix de société, il faut avoir des informations, c'est tout. Voilà. Bon, merci pour votre exposé où vous avez essayé de vulgariser quelque chose de très, très complexe. Alors, ma question est un peu la continuation, à part le processus de consensus. Vous avez dit que, d'une part, les experts dans chaque discipline ne sont jamais d'accord, que les experts ne sont pas toujours très indépendants, l'exemple récent d'hier. Donc, le citoyen normal, comment il peut participer à un débat public au-delà de la formule de conférence de consensus? Normalement, le citoyen dans une démocratie vote déjà.
Ensuite, maintenant, il existe des systèmes de, non pas de votation comme en Suisse, mais au moins de pétition. Donc vous pouvez, alors évidemment, maintenant il y a tellement de pétitions qui dorment dans tous les sens que, mais au moins que vous avez 1 million, la Commission européenne doit prendre ça en compte. Voilà. Après, je ne sais pas, c'est le principe de la démocratie, il y aura toujours des minorités, il y aura toujours une majorité, ça se discute, voilà. Vous voyez par exemple, dans le cas par exemple de la coexistence, la coexistence entre OGM et non-OGM, ce qu'essayait de faire passer la FNSEA, un certain nombre de syndicats et certaines firmes, etc., c'était une coexistence, par exemple, entre champs de maïs de quelques mètres avec 2-3 rangs de non-OGM, etc. En fait, on se rend compte, en faisant des études avec des avions, on collecte le pollen, etc., et on met des champs de maïs au milieu des Landes, à 3 ou 4 km de champs de maïs, on s'aperçoit qu'en fait, le pollen viable, c'est-à-dire capable de féconder, est capable de passer 3 km. 3 km. À ce moment-là, c'est plus un problème entre voisins, entre agriculteurs, c'est un problème politique. Et donc c'est pour ça qu'actuellement, le gouvernement français est bloqué là-dessus. Parce que c'est un problème politique. Ou alors il faut, et alors il y a une autre façon de faire, c'est changer l'unité. Donc vous avez donc changer l'unité actuellement, c'est ce qu'on appelle le génome haploïde. C'est-à-dire on compte le nombre de copies d'ADN OGM versus le nombre de copies de maïs, par exemple, ou de blé, ou je ne sais pas quoi, et ça nous donne la proportion. Actuellement, ce qu'il voudrait, c'est que ça passe à la masse ou au grain. Alors ce qui nous pose déjà un problème de traçabilité, parce que dès que c'est qu'un grain, dès que c'est broyé pour donner de la lécithine de soja, etc., nous on sait tout faire. Et puis, le deuxième point, c'est vraiment un choix, c'est casser le thermomètre pour faire tomber la chaîne. Et ça, c'est effrayant, parce que ça veut dire qu'il y a des choix politiques et on demande à des scientifiques d'accepter ça. On dit, ah, oui, c'est formidable, là, ça va permettre la coexistence. Ah oui, d'accord, le mieux, c'est pas mesurer du tout, il n'y aura pas de problème de coexistence. Et ça, c'est un choix. Il y a eu suffisamment de pression pour qu'il y ait des filières non OGM, c'est-à-dire à 0,9, sans OGM, à 0,9 et à 0,1. Carrefour et d'autres sociétés font des produits sans OGM, comme ils font du sang d'antibiotiques, du sang, je ne sais plus quoi. Voilà, donc après, c'est aussi à vous de choisir si vous allez acheter des œufs, si vous achetez du bio, ou si vous achetez du sans OGM, ou enfin, voilà, c'est une façon. On vote aussi, non seulement avec son bulletin de vote, on vote avec ses pieds et avec son portefeuille. Hein? Vous avez beaucoup insisté sur l'aspect cuisine de tout ça, et en plaignant un petit peu qu'il n'y ait pas d'école. Mais je veux dire, les écoles, vous pouvez les faire. Je ne comprends pas très bien pourquoi elles n'ont pas été faites. Parce que la communauté peut les organiser. C'est pas si compliqué. Hervé, mes collègues pourraient parler de ça aussi, c'est ce qu'on nous apprend dans nos études, c'est la biologie moléculaire, le séquençage, c'est des choses nobles, on va publier ça, etc., dans des revues plus ou moins bonnes et tout. Ça, c'est vraiment de la cuisine. Et en plus, c'est très peu partagé, parce que ceux qui sont le plus intéressés à ce genre de cuisine, ce sont les chiens. Et donc, elles vont avoir un savoir-faire, et ce savoir-faire, c'est important. C'est pas projeté. Ça, je peux vous dire, c'est pas projeté sur hormis très clairement. Et en plus, déjà, je ne sais pas si vous avez déjà étudié les brevets, mais moi j'en ai déposé plusieurs. On fait tout pour que la concurrence, même si on est une public, ne comprenne pas très bien ce qu'on a fait. Mais c'est classique. Hein. Mais c'est vraiment de la recette de cuisine dans le sens que ça ne fait pas partie des études. Dans les études, on va vous donner, oui, vous faites un chic escoug, alors vous mettez tant d'agar-agar, vous mettez tant d'hormones, vous mettez tant de... Et puis voilà, puis ça va pousser. Et ça, si vous le faites, comme vous êtes déjà allé au centre d'agriculture, allez sur le stand de l'INRA, par exemple, on va vous montrer comment extraire de l'ADN.
On fait ça à partir de Lyon, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'aléas, c'est facile, avec un peu de sel, un peu d'alcool que vous avez acheté à la pharmacie, puis ça, et vous avez avec sel. Ça, c'est des recettes que nous, on nous apprend, mais c'est tout. On l'a appris dans un ou deux cas. Après, ça va être nos techniciens, nos ingénieurs qui vont faire ça. Mais il n'y a pas d'école pour ça. Même parce qu'en fait, pour ça, il faudrait vraiment développer des lignes directrices, des thématiques, etc. Actuellement, quand vous déposez un projet à l'ANR, moi, parce que ça rapporte rien. Vous savez, tous les 2 ans, j'ai une évaluation, commission par une commission, pour savoir ce que j'ai fait, combien j'ai sorti d'articles, combien j'ai donné de cours, machin, etc. Si je leur dis, là, en ce moment, je suis en train d'essayer de faire pousser, je sais pas quoi, la papaye. Ils doivent régénérer la papaye, donc la papaye, on sait faire, la mangue, ou l'anthurium. Voilà, j'ai envie de faire l'anthurium. Bien, arrête, on ferme notre équipe. Hein. Vous savez, on a déjà, bien qu'à l'ANR, on a en gros 10% de chance d'avoir un projet accepté. Donc si en plus on va dire, j'ai envie de travailler sur la rose du Bengale plutôt que, etc., vous imaginez, non mais, ce genre d'école, enfin, c'est pas nous, scientifiques, c'est dans les comités. Mais peut-être qu'on saura bientôt les choses, parce que l'ancien président du CNRS commençait à dire qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas dans le système de sélection. Quand il sera à la retraite, il va peut-être nous dire encore plus de choses que tout ce qu'il a vécu. On saura peut-être pourquoi il est venu chez les écoles. Oui, merci. Vous avez dit dans une petite phrase ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure, que la thérapie génique, par exemple, en matière de santé, ne posait pas les mêmes problèmes que ceux que vous avez évoqués là. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ça? Tous les eurobaromètres qui ont continué jusqu'en 2012, maintenant il n'y a plus l'isogène, etc. Enfin, tous les sondages européens, par les eurobaromètres ou les sondages nationaux, montrent que les citoyens, et majoritairement chez nous, mais c'est encore mieux aux États-Unis ou au Japon, font une claire distinction entre un produit qui a un usage médical, pharmaceutique, etc., parce qu'ils vont faire une analyse plus bénéfice du style, ok, je sais que ça peut me poser problème, mais le bénéfice est bien meilleur. Par exemple, personne ne s'est révolté contre la production d'insuline par des micro-organismes génétiquement modifiés ou l'hormone de croissance. On préfère avoir de l'hormone de croissance génétiquement modifiée plutôt que de celle issue d'une hypophyse de cadavre qui peut vous transmettre le crustacé Jacob. C'est très clair. Par contre, tout ce qui est alimentation, les gens se disent, en plus dans un pays, les principales oppositions, c'est les pays où en fait la nourriture a une certaine valeur. C'est du style le Japon, c'est du style l'Europe, etc. Où on est un peu du style nous savons ce que nous mangeons. Et cela considère que pas demander à avoir du maïs, machin, etc. Si vous regardez par exemple, surtout les OGM, si vous regardez par exemple, vous avez 80% de la production agricole qui sert à nourrir des animaux. Ok. Bon, on va se faire des steaks tous les jours. Hein. Vous avez déjà vu un feedlot aux États-Unis? Feedlot, c'est là où on engraisse les bestiaux, les bovins en particulier. Donc vous avez c'est pas un champ, c'est un dépotoir avec des barrières. Vous avez des camions de Smirnoff qui arrivent avec un mélange de soja génétiquement modifié à l'eau. Soja génétiquement modifié, c'est quelque chose. Et les vaches, les bœufs, patauges dans la boue, etc. Le bien-être animal, la vache, je peux vous dire, le feedlot, mais tout ça doit avoir une basse-côte ou une côte. Voilà. Donc les gens font une claire distinction entre une thérapie génique. Et bientôt, on va voir le Télétron à la télé. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la maladie musculaire de Duchenne. C'est que c'est pas parce que vous savez changer quelques nucléotides ou réparer un saut d'exome malencontreux que derrière, les gens vont être sauvés. Et on va leur raconter
réalité, c'est une économie des promesses. On a eu la même chose avec le clonage il y a 20 ans. Regardez combien il y a de clones encore. La principale endroit où on fait des clones, c'est États-Unis pour les chiens, les chats, etc. Il y a. Vous avez l'animal préféré? Non? Bon. Et puis en Chine, pareil. Majoritairement pour ces chiens, ces chats, tous les animaux domestiques. Un des rares clones qui est utilisé, c'est quelques bovins taureaux qui ont été superbement une reproduction importante et tout. En France, on doit avoir encore 2 ou 3 clones. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on fait des études derrière pour connaître comment se réduit le télomère. C'est une partie du chromosome qui disparaît, qui réduit quand on vieillit. Voilà. Parce que, en fait, rien que faire des clones, ça coûtait très cher. Il y avait beaucoup de mal-être animal, il y avait beaucoup de ratés, etc. Et puis, fondamentalement, les gens n'ont plus besoin. Alors, il y a peu près certains qu'on mange des animaux issus de clones. Parce que la semence des taureaux américains est souvent utilisée chez nous en assimilation artificielle. Vous avez plusieurs questions de Jean-Paul Jacquin, qui revient à une interrogation sur des accords scientifiques, sauf à déclarer justement que, alors, est-ce qu'il y a des idées qui orientent des conclusions différentes de la science? Voilà, donc là, j'ai quand même une grosse interrogation, parce que je ne soupçonne pas, a priori, vos prédécesseurs d'être des faux scientifiques qui élimineraient des données. Enfin, donc voilà, c'est une question. Et préciser ma question sur un exemple, vous avez indiqué l'arbre plutôt bonapartiste d'ailleurs que napoléonien, puisqu'on est avant l'Empire. Oui. Et donc, qui a 223 ans, et qui a eu très peu infiniment de mutations génétiques. Voilà, donc, voilà, les mutations sont bien moins grandes, etc. Mais votre prédécesseur avait dit qu'il y avait effectivement beaucoup de mutations qui étaient inévitables. Il a gagné, lui, sur 120 000 ans. Donc, son argumentation ne portait pas du tout sur 2 siècles. Et ces mutations ne sont donc pas si graves, puisqu'elles se font de toute façon, mais il n'y a pas que 2 siècles, évidemment, c'est naïf que ça. Donc là, voilà, donc, on a l'impression que vous renvoyez des arguments sur l'un 2 siècles, l'autre sur 120 000 ans. Donc, ça me laisse un peu perplexe d'entendre des arguments et contre-arguments pour démontrer des résultats un peu contraires. Enfin, moi, j'ai un problème quand même avec c'est très intéressant pour nous comme citoyens, mais ça nous laisse un peu dans l'incertitude sur la science actuelle. Alors, comment vous dire? Premièrement, quand vous avez un scientifique qui a passé sa semaine, voire son week-end, ses soirées, à monter un projet pour vendre le CRISPR-Cas9 à l'AMR ou un projet européen, etc. Moi, j'ai coordonné un programme de 24 millions d'euros. Je peux vous dire que j'ai passé 6 mois à monter ce projet. Donc après, vous n'allez pas critiquer la technique que vous avez vendue dans la semaine. Ça, c'est clair. Vous allez en parler un petit peu, oui, on pourrait se poser la question, mais etc. Et vous devriez écouter, par exemple, puisque c'est public, vous devriez écouter les arguments qui ont été développés dans la séance du 16 décembre 2015. Et vous verrez que fondamentalement, on met tout sous le chapeau. Bon. Ensuite, vous confondez 2 choses. 100 000 ans ou 1 million d'années, etc. C'est l'évolution. Et là, je vous parle d'un cas, c'est la stabilité du génome, etc. En 100 000 ou 1 million d'années, il y a plein de mutations. Le problème, c'est pas qu'il y ait des mutations. Le problème, c'est de savoir si le génome va le garder ou pas. Si la fitness, la meilleure adaptabilité, va être sélectionnée.
Si vous avez un taux de mélanine dans la peau, parce que vous habitez en Afrique, dû à une mutation, ou si vous avez par exemple une mutation de la drépanocytose qui fait que vous avez des animus falciformes, mais des hématies falciformes, mais vous résistez mieux à la malaria, vous allez être sélectionné en Afrique parce qu'il y a beaucoup de malaria. Bon, ce sera peut-être aussi bientôt, mais bon, ça c'est tout. Voilà. Donc vous ne pouvez pas comparer, c'est des choses complètement différentes. Là, il y a l'exemple du chêne Napoléon, qui a été trouvé d'ailleurs pour la tomate, où il y a eu plusieurs plantes après, avant et après. C'est juste pour montrer que les mutations arrivent, c'est pas un problème. Elles arrivent tout le temps. Hein. Vous sortez, vous recevez des UV, vous avez des mutations. Le problème, c'est est-ce qu'elles résistent, est-ce qu'elles restent, est-ce qu'elles sont présentes. Et mon exemple, c'est de montrer que c'est pas que l'argument qui est il y a des mutations et c'est pas un problème, c'est faux, parce que tous nos génomes font tout pour se prémunir de tous ces changements dans tous les sens. Alors qu'après, en 1 million d'années ou en 100 000 années, il y a eu une mutation qui va favoriser notre espèce ou notre cousin, etc., ou un bonobo, etc., ça c'est autre chose. Mais parce que, comme je le disais, les stress vont mobiliser le génome, il va y avoir certains caractères qui vont être sélectionnés. C'est pas vraiment la même façon de faire. Discussion claire entre nous. Mais la controverse. Ah oui, mais le problème à un bout d'un moment, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites. On vous le dit, non, il ne faut pas aller à l'extérieur, il ne faut pas en discuter à l'extérieur, il faut rester à côté, il faut rester au CS, etc. J'ai des négociations avec eux, c'est difficile, tu ne vas pas nous foutre la merde. En plus, non seulement si toi tu t'en vas, ça va foutre la merde, mais en plus il y a toutes les associations type Greenpeace, etc., qui sont au comité économique et social, qui vont s'en aller. Donc ça, c'est encore plus important qu'un scientifique. Et voilà. Et donc, les controverses, ça fait partie de notre boulot. On accepte des résultats parce qu'il y a un consensus au bout d'un moment. On a refait des manifs, on a des idées sur autre chose, etc. Là, c'est autre chose. C'est pas. C'est quelle importance nous allons accorder à ce genre de choses. C'est pas le fait. Si je discute avec Jean-Christophe ou si je discute avec Fabien, j'ai participé par exemple à des réunions, ce qu'on appelle des réunions sur Chatham House. Chatham House, donc c'est après la Première Guerre mondiale, les Anglais ont voulu relancer le commerce. Et ils ont fait des réunions avec les Allemands, les Autrichiens, etc. Et la règle c'est, vous pouvez utiliser l'information qui a été disséminée, mais vous ne devez dire ni qui a été présent, ni qui a dit cette chose. Et donc ça vous permet, et c'est utilisé par exemple à l'Institut des hautes études des forces nationales, CHUO, ce qui permet à un général d'arriver devant les auditeurs, de dire le gouvernement s'est foutu le doigt dans le nez, dans l'œil, en commandant des chars Leclerc, il aurait fallu prendre des chars allemands parce que ça résiste mieux au sable. Le plateau d'avion, il faut le détruire, ça ne sert plus à rien, il ne faut que des sous-marins. Il peut dire ce qu'il veut, il est couvert par les règles de Chatham House. Et donc j'ai participé à deux réunions dans ces conditions. Je veux te dire que ça y va, mais c'est poli, etc. Et ce genre de discussion, et n'oubliez pas une chose, c'est que le dissensus, on sait, les psychologies, les sociologues, etc., on sait que ça aide à progresser. Ça affine, ça permet d'affiner ses arguments. Parce que vous avez en face, c'est de la dialectique, fondamentalement. Donc, on a ce genre de discussion. Le problème, c'est quand on vous dit, non, tu ne vas pas en discuter ailleurs, il faut que tu restes à l'intérieur, et puis on va essayer de trouver un petit moyen pour parler de... Voilà. Et c'est ça qui... Et au bout d'un moment, j'ai considéré que ça allait trop loin. Voilà. Et comme ça ne concernait que moi, je n'avais pas une équipe à protéger, etc., je n'avais pas un thésard avec moi qui pourrait en pâtir, voilà, je l'ai fait. Oui, merci, je pense qu'on peut applaudir. Je vous signale que la semaine dernière, il y a eu un coupé qui nous a contraints à partir avant l'heure. Je ne voudrais pas que nous partions après l'heure. Donc on va remercier
encore notre intervenant ce soir. Et personnellement, j'ai envie de vous dire que c'était pas forcément simple quand on est ce que ce monsieur nous a dit ce soir sur ses positions, d'avoir accepté lors des 2 premières séances de rester quoi? De rester silencieux, de nous laisser exposer. Et je crois que c'est assez intéressant de la méthode et révélateur de la méthode. Voilà. Merci.